Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. 1h15 pour passer en revue les grands défis du monde agricole à travers surtout les questions et les interpellations des acteurs recueillis sur le terrain. Une émission que j'ai le plaisir de conduire ce soir en compagnie de mon confrère Mahamadi Ouedraogo, journaliste à Agribusiness TV, une web télé qui met en lumière l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Bonsoir Mahamadi. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Et sans plus tarder, nous ouvrons tout de suite la première rubrique de cette émission. Le secteur agricole constitue une composante essentielle de l'économie burkinabé. Il contribue pour 35% au produit intérieur brut du pays et emploie plus de 80% de la population. C'est à juste titre donc que l'agriculture bénéficie d'une attention particulière du gouvernement qui s'investit dans les actions comprenant l'appui conseil et le renforcement des capacités des producteurs, la promotion de la mécanisation et l'entrepreneuriat agricole, la promotion de l'utilisation des intrants et des équipements agricoles et l'appui à la promotion des produits agricoles sur le marché local. Ces actions ont permis d'engranger des résultats satisfaisants. Ainsi, au cours de la saison agricole 2016-2017, le Burkina Faso a enregistré une production céréalière de plus de 4 700 000 tonnes, soit une hausse de 12,30% par rapport à la campagne précédente. Les autres produits étant estimés à 842 791 tonnes, soit une hausse de 21,44%. Les cultures de rente, y compris le coton, sont chiffrées à plus d'1 600 000 tonnes, soit une hausse de 21,44% par rapport aux années précédentes. Les actions de promotion à l'accès aux intrants et équipements agricoles ont permis la mise à la disposition des producteurs plus de 7 800 tonnes d'intrants NPK, 3 915 tonnes de semences améliorées et plus de 1600 charrues et charrettes. D'ici à l'horizon 2020 et conformément au programme présidentiel, le gouvernement prévoit entre autres l'accélération de la mécanisation de l'agriculture pour accroître la production nationale, l'accroissement à 50% du taux d'utilisation des semences et des engrais, la mise en place d'une centrale d'approvisionnement des intrants en partenariat avec le privé, le développement des produits forestiers non ligneux, notamment le karité, l'acajou et les fruits. Il s'agit à terme de parvenir à accroître considérablement la production agricole et mieux tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Voilà une première rubrique, comme vous l'avez vu, consacrée à la question de l'intensification de la production agricole. Et dans cette première rubrique, Monsieur le ministre, nous vous proposons de suivre des réactions de quelques acteurs de terrain, des préoccupations, des attentes, mais aussi des satisfactions. Le ministère de l'Agriculture fait des subventions sur les tuyaux et sur les machines pour nous. Et il y a l'engrais aussi qu'ils font, mais l'engrais là c'est pas suffisamment et c'est pas permanent. D'abord son atondo, tu t'en pas diplôme, mais quoi diplôme? Tu ministre même si on content de boire content de bien, c'est un minute, on t'en quoi bomboudou. Récemment le marché du MENA qu'on a eu avec le gouvernement, donc ils ont tenu compte des utilisateurs. À travers de ce marché, on a pu livrer 60 tonnes de riz. C'est bénéficiaire d'un tracteur à crédit que je viens de finir de rembourser. Aussi, il y a des projets et programmes que le gouvernement a mis en place, tels que le projet qui concerne le PAFASP, le PAPSA qui nous appuie. Cette année, par exemple, nous avons reçu l'engrais depuis le mois de janvier. Or, les autres années, l'engrais ne venait pas tôt. Est-ce que réellement même le sous est grainé de la même façon? La question que je me pose souvent. On ne peut pas aménager une telle périmètre de Diedougou jusqu'à la frontière du Mali et il n'y a pas la voie d'accès. Là, ça cause véritablement un problème. Notre difficulté, c'est les moyens. Nous n'avons pas de moyens pour travailler. Premièrement, les engrais même d'abord. Nous n'avons pas d'engrais pour travailler. Un coup, avec les commerçants à gauche, à droite, pour se sécuriser. Mais vous voyez, les tomates les gâtés. Comment on va faire pour payer notre crédit même? La grande préoccupation depuis la création des SERA, c'est la rémunération régulière des agents recrutés par l'État pour nous. Ça, ils ne sont pas, c'est-à-dire on a commis l'erreur de ne les avoir pas
alignés sur la gamme des fonctionnaires ou des contractuels. Donc l'État met à notre disposition des moyens financiers pour leurs salaires. Et ça vient généralement en retard. On peut vous donner la terre aujourd'hui, demain, pour érigner, vous voulez à la terre. Donc on ne peut pas investir comme on veut sur cette terre. Et d'ailleurs, si vous voulez investir, on vous dit non. Je vous ai donné pour un temps limité, mais si vous faites des investissements, nous ne sommes pas d'accord. Ton campagne, tu as son ton yam yahoo. Ayo. Kobna ram sa ton damba bielem tibampa humbe ka opane on tum kai. Mami ya ka ngom ni amba ta metro ko bisopo. Non kula non kwada. La ne sala mo haboto patum na sari limpa ligidi pa fui ton mi ko da. Wa bank na ban ko caisse populaire damba. De het song dambe. La bela hinyola. Ni song la patong la song de avion la bauda. Ça fait quelque chose de 6 mois que ma moto est en panne. Moi, je l'ai réparée en 20. Donc, c'est avec ma propre moto que j'exécute les tâches qui me sont confiées. Et le carburant ne m'en reçoit pas de bureau. Nous recevons les producteurs chez nous à la maison, ce qui fait qu'on n'a plus d'intimité. Voilà, de nombreuses attentes et préoccupations, notamment donc celles de deux producteurs qui se sont exprimés à Morée et donc leur satisfaction. Le premier qui était donc satisfait du diplôme obtenu après formation et un autre qui se sent aujourd'hui, monsieur le ministre, abandonné et qui dénonce donc un manque d'encadrement. Alors monsieur le ministre, quand on écoute toutes ces réactions, problème d'accès à la terre, problème d'accès au crédit, aux intrants, alors on a l'impression que tout est prioritaire. Comment on s'arrange quand on est à la tête d'un département si sollicité pour accorder des priorités? Parce qu'il faut bien trouver des priorités, même quand tout semble prioritaire. Merci. Et je voulais tout d'abord dire merci à la RTB qui me permet ce soir de parler au nom du gouvernement et de parler d'un secteur très sensible, comme vous l'avez constaté, et un secteur où tout est prioritaire, effectivement. Vous voyez, le ministère de l'Agriculture est organisé à partir de centres et il est déconcentré au niveau région, au niveau province, au niveau village, commune, et ça fait qu'il y a un encadrement qui est fait sur tout le pays. Alors, les problèmes d'encadrement qui sont posés ici, il faut se dire que notre ministère n'a pas trop ce problème. Maintenant, ce qu'on peut dire, on peut avoir des problèmes d'effectifs pour l'encadrement, mais aussi le problème dont parlait ce monsieur qui a dit qu'il a sa moto qui est en panne, c'est un technicien supérieur d'agriculture, sa moto qui est en panne depuis un certain temps et qu'il n'a pas, il ne reçoit pas régulièrement le carburant et il ne peut pas réparer. Ça, c'est des problèmes que nous connaissons de façon récurrente. Mais nous faisons en sorte que ces problèmes soient résolus au fur et à mesure que nous avançons. Dans les priorités, l'encadrement est au centre des priorités. Dans les priorités, la fertilisation des sols est au centre des priorités, dont justement la mise à la disposition de nos producteurs des engrais de qualité. La production agricole est au centre de nos priorités et la mise à la disposition des différents producteurs de semences de qualité est au centre de nos préoccupations. Et nous faisons en sorte que tous ces éléments puissent avancer ensemble, même avec la mécanisation agricole. Monsieur le ministre, beaucoup de questions, nous allons certainement y revenir plus en détail, mais ce soir, la priorité, c'est vraiment aux questions des acteurs de terrain. Et tout de suite, nous vous proposons de suivre la première question. Monsieur le ministre, au cours de notre entretien, vous nous avez laissé entendre qu'au niveau, par exemple, du Lorum et du Yatenga, au Lorum, il y aura une transformation de la pomme de terre. Et au Yatenga, une usine pour la tomate. Je ne sais pas quand vraiment cette opération aura lieu, quoi. Voilà, M. Saorigo du Lorum, je crois que la question est claire, Mamadi. Effectivement, monsieur le ministre, c'est une question, une préoccupation qui tient à cœur les nombreux producteurs. Chaque fois, ça revient, hein, on attend toujours. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport aux usines de transformation tant attendues par les producteurs?
L'usine de transformation attendue par les producteurs du Lorum sera une réalité parce que nous avons pu négocier à ce qu'on implante dans cette province du Lorum une usine qui pourrait transformer notre pomme de terre en chips. Peut-être que vous nous direz que ce n'est pas un produit local, mais en fait c'est la pomme de terre de chez nous. Alors donc cette usine qui a été négociée va bientôt voir le jour et nous voulons aussi, ce n'est pas le problème seulement de la transformation, mais le problème essentiel pour le Lorum, c'est beaucoup plus la conservation. Et chaque année, nous posons la question comment, et même les producteurs à travers la fête de la pomme de terre, comment conserver longtemps cette denrée qui est périssable. Alors là aussi, nous avons dans la région de Lumbila un magasin de stockage pour la pomme de terre, ou du moins pour tout ce qui peut maraîcher-culture. Monsieur le ministre, mais ça semble loin quand même du Lorum. Ça semble loin, j'en arrive. Ça semble loin du Lorum, mais je parle au niveau national parce qu'en fait, tout peut être conservé. Ça fait un magasin qui peut accueillir 17 000 tonnes de produits maraîchers. Alors là, ça sera un magasin de conservation, un magasin frigorifique pour conserver les denrées périssables. Juste la transformation, comme je le disais, au niveau de Lorum sera effective parce que l'usine de transformation a été négociée et nous sommes en train de vouloir l'implanter d'ici la fin de l'année. Au niveau de Wayugia, pour la conservation et la transformation de la tomate, nous avons déjà négocié avec un privé qui s'est engagé à construire une usine de transformation de la tomate avec des partenaires d'Italie et ce dossier est suffisamment mûr. Nous l'avons accompagné pour avoir les autorisations au niveau du ministère du Commerce. Les autorisations sont là. Il reste maintenant à implanter l'usine et nous pensons que d'ici le mois de juillet, selon les prévisions, nous pourrons implanter cette usine pour la transformation de la tomate au nord de ce pays. En attendant l'avènement de cette usine-là, il y a également des associations, des groupements de femmes qui mènent des initiatives pour transformer la pomme de terre en chips. J'en ai vu à Waiguya. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, il y a des actions également pour accompagner ces femmes-là de la petite unité à ce qu'elles puissent également grandir? Oui, en fait, c'est nos préoccupations. Si vous prenez le ministère de l'Agriculture, nous avons une direction générale qui fait la promotion de l'entrepreneuriat rural, donc dans l'économie rurale. Et avec cette direction générale, il y a un accompagnement qui est fait pour la mise en place de micro-entreprises et pour encourager les femmes, les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat. Alors, donc, il y a un encadrement total qui est fait. Il y a du matériel qui est donné pour permettre justement d'acquérir les moyens nécessaires pour la transformation. Vous savez que ça coûte quand même cher la transformation, même si c'est une petite unité, il faut des moyens matériels suffisants pour pouvoir le faire. Et nous accompagnons les jeunes, nous accompagnons les femmes et dans plusieurs domaines, puisque vous savez que nous travaillons sur toutes les filières, sur les chaînes de valeur. Nous sommes dans la production. On ne veut pas produire pour laisser pourrir. Nous arrivons au niveau de la transformation et puis nous accompagnons aussi dans la commercialisation. C'est un peu l'esprit qui nous accompagne et c'est un peu l'esprit que nous avons aussi pour accompagner ceux-là qui ont la volonté de produire, ceux-là qui sont les chevilles ouvrières de notre ministère, puisque si on produit sans transformer, vraiment c'est pas intéressant, ni pour le gouvernement, ni pour les producteurs. Toujours sur la transformation, je reviens sur la question de la tomate, l'usine de Lumbila qui avait suscité tant d'espoir. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, en tout cas, c'est que ce projet-là est pratiquement mort, même si aujourd'hui, en tout cas, il y a une nouvelle responsabilité de nouveaux dirigeants qui ont été nommés, mais on a l'impression, au regard un peu de la détérioration des installations qui avaient été faites, que ce projet est devenu une arlésienne, monsieur le ministre.
Oui, c'est le constat qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette usine qui a suscité beaucoup d'espoir pour nos producteurs. Mais bon, il faut se dire qu'aujourd'hui, le ministère du Commerce a pris le dossier en charge. Une étude a été faite pour essayer de reprendre cette usine, sinon ce sont des milliards qui ont été investis et ça risque d'être à perte. Alors donc finalement, le ministère du Commerce a pris le dossier. Et ce dossier est un dossier qui va bientôt voir jour parce que je pense qu'ils sont en train de mobiliser les ressources nécessaires pour la reprise de cette usine. Alors, monsieur le ministre, l'écoulement, on voit des camions qui viennent du Ghana et d'autres pays voisins, alors qui vont acheter ces produits de la borche, notamment la tomate. Alors, les producteurs se retrouvent face aux commerçants qui sont là et il est face à une difficulté parce que s'il ne vend pas sa tomate, eh bien c'est une production perdue. Est-ce qu'il n'y a véritablement pas un problème à ce niveau parce que les producteurs, finalement, c'est ceux qui s'en sortent le moins dans cette production? Et surtout aussi, pour ajouter qu'en termes de négociation des prix, souvent nos producteurs ne sont pas assez outillés pour pouvoir réagir comme il faut à celui qui vient acheter. Oui, vous touchez du doigt le problème des denrées périssables de la maraîchiculture en général. Ce n'est pas la tomate seulement, il y a les oignons qui sont là, il y a la pomme de terre dont nous venons d'évoquer, le cas dans le Loroum, mais c'est partout où on produit de la pomme de terre. C'est le problème actuellement, c'est l'écoulement de nos produits. Et c'est vrai, les producteurs n'ont pas les techniques pour négocier les prix et ils les bradent pratiquement pour ne pas laisser pourrir, parce que vaut mieux avoir peu que de ne rien avoir du tout. Alors donc, nous avons une stratégie pour faire en sorte que ces producteurs puissent avoir... Nous avons la vision de la transformation. Ça veut dire que même à Tougan, au niveau du Sourou, nous avons besoin de mettre une petite unité de transformation. Ça, c'est un projet aussi qui est mieux et que bientôt, on va le lancer. Mais il faut se dire que dans les filières, il faut que les filières soient organisées. Il y a ce problème qui est fondamental. Si vous voyez un peu les filières qui sont un peu mieux organisées, comme le coton, et nous voyons qu'on peut déjà négocier les prix avant même la production du coton. Le prix est connu. Le producteur qui s'engage à produire, c'est à peu près, si je produis tant de tonnes, j'ai tant de francs à la fin. Alors donc, il y a cette organisation. Mais est-ce que ce n'est pas à l'État d'organiser également? Est-ce que ce n'est pas au gouvernement? Parce que manifestement, les producteurs, peut-être si on les laisse entre eux, ils ne vont pas y arriver. Est-ce que l'État ne doit pas intervenir pour créer justement cette organisation-là, monsieur le ministre? Oui, mais en fait, c'est la mission de l'État. Si vous voyez, l'État a pris des textes dans ce sens-là. Nous avons la loi 50 de 2010 qui conduit les producteurs à s'organiser, l'interprofession. Nous avons l'acte uniforme de l'OADA qui contraint les producteurs à s'organiser. Mais tout ça, c'est l'État qui les aide à mettre en place les différents textes, notamment la Direction générale de la formation et de l'organisation du monde rural qui est au ministère de l'Agriculture, qui accompagne toutes les différentes filières à s'organiser. Vous avez suivi un peu le cas des cotonculteurs. À la fin de l'année 2016, il y avait une crise et c'est le gouvernement qui a résolu la crise. C'est le gouvernement qui a mis une administration provisoire qui a permis de réorganiser les producteurs de coton, qui a permis de mettre en œuvre l'acte uniforme de l'OADA à partir du village, de la commune, jusqu'au niveau national. Ça, c'est la mission de l'État. Et l'État fait tout. Mais il faut se dire quand même qu'il y a aussi des ressources à mobiliser pour faire de telles opérations. Et si ma mémoire est bonne, au niveau des cotonculteurs, on a mis 332 millions de francs CFA pour mettre toute l'organisation en place. Ça a un coût, mais il faut s'y engager. Ok. Monsieur le ministre, je crois qu'on va poursuivre avec à présent la deuxième question, recueillie également sur le terrain auprès d'un acteur du monde agricole. Monsieur le ministre, ici à Liptougou, nous voulons savoir pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir les semences à temps. Voilà, monsieur le ministre, les semences qui arrivent en retard, ça également c'est un problème récurrent. Alors la question est suffisamment claire, monsieur le ministre. Oui,
c'est une question récurrente, mais je pense que si on a suivi très bien le documentaire, il y a un monsieur qui a dit que cette année, ils ont déjà reçu les intrants à temps. Ça veut dire que nous avons voulu faire briser ce qui existait par le passé. En 2016, nous avons permis à ce que et les semences et les engrais puissent être distribués, mis à la disposition des producteurs dans le temps précis. Dans le mois de mai passé, tout était entre les mains des producteurs. Ils ont commencé la campagne avec tout ce qui devait être produit et fourni à leur niveau. Et la saison a commencé et nous avons vu qu'elle a été bonne par la suite. Et pour cette année? Pour cette année, allez-y, parce que tout de suite, vous avez eu deux intervenants. Il y a un qui a reçu, l'autre qui n'a pas reçu. Est-ce que effectivement le ministère s'assure, après avoir donné, qu'effectivement ça va arriver à bon port? Oui, en fait, le système que nous avons mis en place est un système participatif. Participatif en ce sens que la distribution se fait au niveau des populations vulnérables. Le ministère ne peut pas aller sur le terrain pour dire un tel est vulnérable, un tel ne l'est pas. Alors donc, au niveau de la commune déjà, au niveau de la commune, il y a un agent de l'agriculture, il y a un agent communal, il y a un agent de SERA, il y a un agent de la société civile. Et ce sont ces gens qui travaillent en étroite collaboration dans toutes les communes, qui identifient qui a droit à l'accompagnement de l'État. Et ça remonte au niveau provincial, au niveau régional. Et c'est le gouverneur de la région qui pilote toutes ces opérations. Ça veut dire que nous avons voulu que ce soit des choses qui soient très transparentes pour qu'on n'incrimine pas les uns et les autres. Malheureusement, il y a souvent des faiblesses dans tout ce que l'on fait. Et on est 9, on n'est jamais 10. Mais le système, en tout cas, nous pensons qu'il est très bien. On peut le repenser pour le rendre plus performant. Mais pour le moment, en tout cas, je pense que ça fonctionne assez bien, pour ne pas dire bien. Alors, monsieur le ministre, tout de suite encore une question recueillie sur le terrain. Monsieur le ministre, à quand vous allez vraiment démarrer l'application de l'entrepreneuriat agricole? Je crois que peut-être il a voulu, il se demande certainement comment le gouvernement va s'organiser véritablement pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, parce qu'il y a beaucoup de discours qui ont été donc faits dans ce sens, mais peut-être que jusqu'aujourd'hui les acteurs attendent toujours la concrétisation. Oui, mais en fait, c'est comme je le disais tantôt, au niveau de la direction générale et de la promotion de l'entrepreneuriat rural, de l'économie rurale, il y a déjà des modules qui sont faits pour accompagner les jeunes et les femmes. Ça, c'est un premier élément. Il y a un second élément au niveau des centres de promotion rurale, les CPR. Nous avons dit l'an passé, au niveau de la JNP, que tous les jeunes qui seront formés dans ces centres, à leur sortie, seront équipés. D'abord, on revoit les curricula pour leur permettre d'avoir une certaine connaissance en matière de gestion d'entreprise. C'est un minimum. Une petite comptabilité, faire un bilan, faire des calculs de rentabilité et tout ça, un minimum. Et quand on les met sur le terrain, on leur donne du matériel agricole. Et on leur donne l'encadrement et un peu de moyens financiers pour entreprendre. Sans les moyens financiers, vous savez bien qu'on ne peut pas entreprendre. Et c'est une aussi des problématiques que le monde rural pose aux différents gouvernements. Alors, donc, déjà, nous avons pu former en 2016 150 entrepreneurs qu'on a mis sur le terrain, on les encadre, on les suit, et ça, c'est déjà un début. Et toute personne qui a un bon projet et qui approche notre direction générale, dont je parlais tantôt, si le projet est bien mieux, on peut l'accompagner. Et c'est un peu ça qu'on va aller dans l'encadrement de la jeunesse, c'est un peu ça qu'on va aller dans l'encadrement de la femme qui veut entreprendre et qui a un bon projet. À quand?
on est déjà dans le système. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre un jour que ça vienne. On est déjà dans le système. Et en attendant aussi, pour être plus pratique, sur les 160 entrepreneurs agricoles que vous avez encadrés, combien sont arrivés au bout du processus? Parce que souvent, on donne l'encadrement, mais à l'épreuve du terrain, ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Est-ce que vous arrivez effectivement à faire le suivi d'évaluation? Oui, on est en train de faire le suivi parce que c'est des opérations qui viennent de commencer. Alors, donc, on fait le suivi parce que, justement, au niveau... comme je vous avais montré le maillage du ministère de l'Agriculture jusqu'au village, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'encadrement de proximité. Donc là où se trouve le projet, là aussi la direction qui s'occupe de cette zone suit le projet et nous rend compte. Et nous ne pouvons pas les laisser à l'aventure. Et c'est ça aussi notre responsabilité. Monsieur le ministre, ça fait quand même, on le dit chaque fois, 80% de la population burkinabé qui vit donc du secteur primaire. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas lieu? Parce qu'on voit par exemple, il y a beaucoup de fonds qui sont créés pour accompagner les jeunes entrepreneurs, porteurs de projets. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire une discrimination en faveur de ceux qui ont des projets dans le domaine agricole? Parce que c'est de là, effectivement, que viennent les richesses du Burkina. Oui, c'est vrai. Nous avons un slogan qui dit que la terre ne ment pas. C'est vrai. Et notre mission dans ce gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre l'agriculture au centre même d'un développement durable et faire en sorte que nous puissions avoir une agriculture compétitive et une agriculture moderne pour vraiment faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est bien vrai ce que vous dites. Nous travaillons dans ce sens. Mais il faut se dire aussi que ce n'est pas le ministère de l'Agriculture seulement qui gère des projets qui s'intéressent à la jeunesse, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat dans son sens le plus large. Vous connaissez bien que le ministère de la Jeunesse a beaucoup de fonds qui permettent aussi d'accompagner les jeunes. Nous travaillons en étroite collaboration pour la création d'emplois dans ce pays-là, et ça c'est une action transversale. Tous les ministères peuvent contribuer à la création d'emplois, donc à la création de micro-entreprises dans notre pays. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous travaillons en étroite collaboration. C'est une action collégiale au niveau gouvernemental et nous pensons que si d'ici là, on pourra voir des résultats de ce qui est en train d'être fait maintenant. Alors, monsieur le ministre, tout de suite une autre question. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement pour que le Cap Matourkou, qui est cette unique et première école publique qui représente l'agriculture au Burkina, puisse refléter ces 80% de population qui pratiquent l'agriculture? Monsieur le ministre. Oui, Matourkou fait notre fierté et nous avons fait en sorte que cette école qui était déjà une école d'enseignement professionnel, d'enseignement spécifique, puisse quand même intégrer un enseignement universitaire. Et nous faisons beaucoup pour Matourkou. Matourkou, aujourd'hui, nous avons négocié avec la coopération bilatérale avec l'Allemagne pour accompagner Matourkou à avoir un niveau de formation très élevé et de qualité. Nous sommes en train de construire actuellement des amphithéâtres, nous sommes en train de mettre en place une bibliothèque de type universitaire, nous avons revu les curricula de Matourkou pour faire en sorte que ça prenne en compte toutes les qualifications professionnalisantes agricoles, et ça se fait et très bien. Et dites-vous que dans les années 2015, le budget de Matourkou était de 400 millions. Aujourd'hui, il est de 1,5 milliard. Ça veut dire que le gouvernement met l'accent, parce que nous savons qu'il faut développer notre pays à travers l'agriculture. Et ces jeunes que nous formons à Matourkou sont des jeunes qui sont très compétents et sur lesquels nous comptons. Et nous voulons que Matourkou soit un incubateur
des jeunes entrepreneurs. Et quand on voit le jeune vous poser cette question avec toute l'émotion qu'il met dedans, on a l'impression que vos efforts ne sont pas suffisamment ressentis par les étudiants qui sont là-bas. Si on le présente comme un porte-parole des étudiants. Non, en fait, je me dis que quand on est étudiant, il faut quand même montrer ce que vous avez besoin qu'on fasse pour vous. Ça, c'est normal. Tout le monde l'a fait. Mais l'effort est suffisamment fait à Matluko. L'effort est suffisamment fait à Matluko parce qu'aujourd'hui, on a aménagé un barrage. On a construit un barrage à Matluko, il existait, mais on l'a réhabilité pour permettre à ce que nous puissions avoir des travaux pratiques sur le terrain. Dans le temps, c'était les cours en salle, les TP en salle. Maintenant, les travaux pratiques se font sur le terrain avec un accompagnement. Je vous disais que l'Allemagne nous accompagne. Aujourd'hui, on a mis la mécanisation agricole à Matluko. Il y a des tractoristes qui enseignent les gens à utiliser les nouvelles technologies pour la production. Ça n'existait pas par le passé. C'est il y a 2-3 ans de cela que ça a commencé. Ça veut dire que nous mettons le paquet là-dessus. Moi-même, personnellement, j'ai accompagné le ministre du Développement et de la coopération d'Allemagne. Et sur ce terrain-là, nous avons pris des engagements qu'il y ait une coopération bilatérale entre Matluko et les universités d'Allemagne. C'est des choses quand même très concrètes qu'on doit pouvoir saluer. Alors, monsieur le ministre, on va poursuivre avec une autre question en lien avec celle qui vient d'être posée. Monsieur le ministre, je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau du gouvernement pour épauler ces auditeurs libres à leur sortie pour qu'ils puissent entreprendre dans le secteur agricole. Bon, je pense que j'ai un peu répondu à cette question. Les jeunes qui ont les auditeurs libres, ils sont venus d'eux-mêmes pour apprendre le métier de l'agriculture. Quand ils ont un bon projet, on peut les accompagner. Et il y a un test pour recruter par les mesures nouvelles dans tous les ministères. Et nous les ouvrons ce concours-là pour leur permettre, s'ils veulent s'intégrer dans l'administration publique, de pouvoir s'intégrer. Au besoin, s'ils ont des projets intéressants par lesquels nous pouvons les accompagner à s'installer à leur propre compte et à créer aussi d'emplois, s'auto-employer et à créer des emplois pour les jeunes de ce pays, nous les accompagnons. On a un jeune à Coupéla qui a créé une moto, un tricycle. En fait, vous voyez, le moteur de tricycle, ils les utilisent pour faire la charrue motorisée. Et il y a des jeunes comme ça qui sont des autodidactes. Il a appris la mécanique à travers son père. Aujourd'hui, il s'en sort très bien. Il arrive à vendre ses charrues motorisées. Mais quand vous lui demandez, il vous dit non, il a réussi parce qu'il n'est pas passé par le canal du ministère. Parce que là-bas, il y a toute une lourdeur administrative qui ne facilite pas les initiatives. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est son constat. Mais j'avoue que le ministère accompagne toute bonne initiative. Je ne sais pas depuis quand il s'est approché du ministère pour poser son problème, mais aujourd'hui, toutes les initiatives qui sont utiles à notre développement, à la création d'emplois des jeunes, le ministère accompagne. Mais il faut se dire que le ministère aussi a des moyens qui sont limités. On ne peut pas aller au-delà de ce que nous avons comme disponibilité financière pour l'accompagnement de tous les projets, parce que c'est des projets intéressants. Si cette année, on n'arrive pas à programmer ce projet-là et que nous l'avons retenu dans notre liste de projets à financer, l'année qui vient, nous prévoyons les dispositions pour l'accompagnement des nouveaux projets. C'est un peu ce que nous faisons dans notre ministère. Alors, monsieur le ministre, toujours dans cette rubrique de l'intensification de la production agricole, une dernière question recueillie sur le terrain. Le foncier, là. Le foncier, parce que jusqu'à présent, nous vivons dans le flou. Parce qu'on dit, bon, il faut ça, il faut le foncier, le foncier, quoi. Mais en réalité, on suit des formations, mais nous restons dans un flou total. Parce qu'on ne sait pas si la terre appartient jusqu'à présent au propriétaire terrien, au chef du village, ou à l'État, ou à la collectivité. Bon, en fait, le monsieur qui a posé la question, lui-même, il sait à qui appartient la terre. En fait,
Et Monsieur Salam, docteur. Oui, je le connais, c'est l'un des anciens présidents des maraîchers du Yatinga, je le connais bien. Et il pose le problème de la terre. C'est vrai, le foncier rural a des problèmes, nous le savons très bien. Mais la terre, selon la loi 34 que j'avais citée plus haut, a 3 appartenances. Il y a l'administration publique, l'État. Il y a les propriétaires privés, il y a les collectivités territoriales. Alors, donc dans le privé, on a les coutumiers, on a les individus qui ont acheté leur propre terre, qui les exploitent, et on a un peu tout ce qui peut être considéré comme privé dans ce lot-là. Alors, donc il dit on ne sait pas où aller pour avoir la terre. C'est une question récurrente. Si l'État a son domaine, ce n'est pas dans le domaine de l'État qu'il faut aller. Si les collectivités territoriales ont leur domaine, ce n'est pas dans ce domaine-là qu'il faut aller, mais il faut aller sur le particulier. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, au moment où on parle d'entrepreneuriat agricole, est-ce que ce n'est pas là véritablement un nœud qu'il va falloir en tout cas défaire? Parce qu'on sait que dans beaucoup de régions, on parle du problème de la terre comme vraiment la probable prochaine cause de grandes tensions sociales. Parce qu'il y a beaucoup de régions effectivement où, effectivement, par l'entrepreneuriat agricole qui était promu, de grands investisseurs ont pris des centaines et des centaines d'hectares aujourd'hui qui ne sont pas exploités, mais les propriétaires sont expropriés, ils ne peuvent plus accéder à cette terre. Comment le problème de la terre, comme je le disais tantôt, elle est récurrente. Il faut effectivement qu'on ait suffisamment de réflexion là-dessus pour permettre à ce que nous puissions disposer suffisamment de terre pour la production agricole. Mais les textes sont là. Les textes sont là. On ne peut pas déroger à ces textes. Nous ne pouvons que conseiller les uns et les autres à aller vers l'application de ces textes. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait une sécurisation du foncier. Et dans la loi, il est prévu que si on veut exploiter une terre et qu'on va vers le privé, puisque généralement c'est le privé qui en dispose et qui peut attribuer, quand on va vers le privé, on peut signer une convention d'exploitation. Et cette convention d'exploitation, on peut désigner le nombre d'années ou de temps que le propriétaire peut vous accorder pour votre exploitation. Si vous vous accordez pour 10 ans, vous faites la convention que vous signez au niveau communal, c'est une garantie pour l'exploitant et c'est en même temps aussi une garantie pour le propriétaire. Parce que souvent, on accorde des terres à des personnes, 10 ans après, ça devient un problème. Mais monsieur le ministre, ici, je sais que sur le terrain, il y a les services fonciers ruraux qui étaient censés donc, en tout cas, encadrer et essayer un peu d'organiser toutes ces transactions. Mais est-ce que ces services-là existent véritablement aujourd'hui sur le terrain? Et dans la même lancée, on a vu avec le Millennium Challenge des comptes qui avait un volet sur la sécurisation foncière. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'appuie de cette expérience du MCAVF pour effectivement régler ce problème-là qui est récurrent? Chaque année, on dit c'est récurrent, mais on ne voit pas effectivement ce qui est fait pour endiguer le problème. Oui, on fait beaucoup de choses. Le MCA a fait une très belle prestation au niveau des aménagements de digues dans le Sourou. C'est quelque chose de très important et c'est un modèle sur lequel le gouvernement réfléchit pour essayer d'améliorer la sécurisation foncière dans notre pays. Vous êtes encore au stade de réflexion. Il n'y a pas encore d'action. Attendez, les lois sont là et nous sommes en train de voir comment adapter ces lois à cette expérience très réussie. Sinon, on ne peut pas déroger aux lois qui sont là et qui réglementent la gestion foncière, la sécurisation foncière de ce pays. Et ces services fonciers ruraux? Ils existent et ils travaillent. Les services fonciers ruraux existent et travaillent. Ça, ils existent. C'est une réalité. C'est que toute la difficulté aujourd'hui, quand vous présentez le secteur, il y a du travail qui est fait, il y a des efforts qui sont déployés, mais en termes d'impact sur le terrain, il y a encore du retard. Oui, mais l'impact ne peut pas venir tout de suite. Prenons le cas de DI. DI, c'est un aménagement qui a été fait, et dans cet aménagement qui est considéré comme une propriété de l'État public,
Dans ces aménagements, on a donné des titres pour permettre à ce que les exploitants puissent les utiliser. C'est ça, j'ai dit, c'est un bon modèle. Et ce modèle, dans les aménagements que l'État peut faire, on peut prendre en compte ce modèle-là et l'appliquer pour tous les aménagements de l'État. Mais ça s'arrêterait aux aménagements de l'État. Ça ne va pas jusqu'au privé. Monsieur le ministre, il y a de grosses failles quand même, parce que quand quelqu'un est capable de prendre 100, 200 hectares avec l'intention de produire, en tout cas de faire de la production agricole, et qu'on se rend compte par après que l'investisseur coupe le bois par exemple pour venir vendre dans les grandes villes et qu'il n'investit pas pour la production agricole et que l'État n'intervient pas pour peut-être recadrer les choses ou à la limite l'exproprier parce que ce n'était pas pour cela que la personne avait acheté les terres. Est-ce que ce n'est pas une grosse faille aujourd'hui qu'il va falloir vraiment? Bon, ça peut être une grosse faille qu'il va falloir résoudre. J'en conviens. Mais le problème qui est là, c'est qu'au moment où ces terres étaient vendues, l'État n'a pas été associé. Est-ce que vous voyez? Et en plus, nous avons beaucoup de cas dans plusieurs régions. Si vous prenez la région de la Sicile, du Zéro, beaucoup de terres ont été vendues. Et comme vous l'avez dit, ça peut être une tension sociale un jour, mais il faut quand même qu'on aille avec prudence. Il faut que nous cherchions des solutions définitives. Et si quelqu'un a son titre foncier et que vous voulez l'exproprier comme ça cause problème. Il a des droits sur cette terre. Donc il va falloir qu'on fasse d'abord un recensement général, qu'on approche les propriétaires, qu'on approche ceux qui les ont achetés, qu'on approche les propriétaires terriens et voir dans quelle mesure on peut résoudre ces questions. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine foncier et on ne peut pas les résoudre à coup de baguette magique. Ok. Alors, monsieur le ministre, pour poursuivre et pour peut-être en finir avec cette rubrique, nous vous proposons de suivre quelques suggestions qui ont été également recueillies sur le terrain. La proposition à faire, c'est de mettre en place une stratégie de formation des producteurs eux-mêmes en semencier pour qu'ils puissent, au lieu d'attendre tout régulièrement de l'État, qu'on puisse à notre niveau avoir des semenciers qui sont autonomes et l'appui sera à ce niveau maintenant, appuyer les semenciers pour qu'ils produisent la semence à la portée des producteurs. Le secteur agricole burkinabé est en train de se moderniser, de se mécaniser. Nous pensons qu'il faut, pour soutenir cette dynamique-là, peut-être prévoir une spécialisation en mécanisation agricole. La GNP, c'est vraiment bien. C'est un tribunal où les producteurs et les chefs d'État se retrouvent pour vraiment échanger. Donc notre préoccupation dans ce cadre-là, que ce soit vraiment biennal. Quand on regarde la manière que on va avoir les paysans à la GNP, ça ressemble comme que c'est un meeting politique qui n'a rien à voir avec le développement agricole. Parce qu'on va avec plus de 1000 producteurs agricoles qui vont faire les 3 jours et personne d'entre eux ne peut prendre la parole pour dire quoi que ce soit. C'est quand même bien qu'on a les gens, des leaders paysans qui peuvent vraiment s'exprimer, donner leur point de vue et discuter direct avec le président, que ça ne soit pas orienté aussi. Il faut qu'on uniformise, on trouve une structure qui gère les semences. C'est vrai que pour la campagne hivernale, les semences sont gérées, on nous dépose souvent des semences. Mais au niveau de la production maraîchère, il n'y a pas de structure qui gère les semences. Donc on rencontre de multitudes de variétés sur le terrain. Voilà, monsieur le ministre, beaucoup de suggestions. C'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les évoquer. On peut peut-être retenir celle concernant la JNP, un producteur qui exprime donc peut-être son souhait de voir cette JNP devenir une biennale. Est-ce que à quelques jours de cette JNP qui s'ouvre le 11 à Kaya dans le centre-nord, c'est une suggestion qui pourrait avoir de l'écho? Oui, et il faut se dire que pour éviter que la JNP soit comme une foire, comme il le dit, où les gens viennent s'asseoir et puis faire 3 jours, nous avions commencé déjà à partir de 2016 à faire en sorte que les producteurs soient impliqués dans l'organisation même de la JNP. D'abord, à travers le thème qui est choisi, c'est les producteurs qui choisissent, à travers le pilotage des différentes commissions. Nous avons vu que toutes les commissions sont pilotées par les producteurs eux-mêmes, à l'exception de la sécurité,
où ils n'ont pas les compétences, à l'exception de la commission santé et aussi à l'exception de la commission protocole. Alors, donc, il y a déjà une innovation à ce niveau qui permet à ce que les paysans puissent s'impliquer davantage dans le pilotage de la GNP. Maintenant, nous avons l'an passé, à cette même GNP 2016, sollicité qu'il y ait des innovations majeures pour l'organisation de la GNP. Effectivement, après cette GNP, nous avons mené une étude qui est là et que nous voulons discuter avec les producteurs parce que nous ne voulons pas qu'on dise que c'est le gouvernement qui a décidé qu'on doit faire ça. Et si nous avons voulu qu'à travers cette GNP, ce débat soit déposé sur la table et qu'on en discute. Est-ce que ça sera une biennale? Est-ce que ça sera un secrétariat permanent qui va gérer la GNP? Est-ce que ça sera un couple gouvernement-producteur? Toutes ces questionnements... En tout cas, on va discuter ensemble et on va décider de qu'est-ce qu'on fera de cette GNP qui est un événement qui profite et aux producteurs et au gouvernement. Alors tout de suite, on va ouvrir la deuxième grande rubrique dans cette émission. Les aménagements hydrauliques difficiles, voire impossibles d'atteindre la sécurité alimentaire sans cette possibilité de production en situation de maîtrise totale de l'eau. Mais quelle est la situation actuelle au Burkina Faso en la matière? Quelques éléments de réponse dans ce reportage. Le développement des aménagements hydrauliques soutient la maîtrise des potentialités agricoles en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Le Burkina Faso se caractérise par un stress hydrique affectant sa dotation annuelle par habitant estimée à 850 mètres cubes d'eau pour un seuil de pénurie évalué à 1000 mètres cubes par an et par habitant. D'où le recours du gouvernement à des politiques et des stratégies de bonne gestion des ressources en eau à travers les aménagements hydrauliques tels le pôle de croissance de Bagré, l'aménagement de la vallée du Sourou, le barrage hydro-agricole de Samandeni, les bas-fonds de Douna et Niofila, la plaine irriguée d'Andekanda et le lac Bam, pour ne citer que cela. Les superficies aménageables en bas-fond sont estimées à environ 500 000 hectares sur le territoire national. Cependant, 10% seulement de ces superficies aménagées sont exploitées. Il s'agit donc pour le gouvernement d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de développement des aménagements hydrauliques, d'assurer la réalisation et l'appui à la gestion des aménagements hydrauliques et des infrastructures d'irrigation, d'assurer la coordination du développement de l'irrigation et la promotion des technologies innovantes. Du reste, pour la seule année 2016, le gouvernement, à travers le ministère en charge des aménagements hydrauliques, a procédé à l'aménagement de 6548 hectares de nouveaux bas-fonds, 691 hectares de nouveaux périmètres irrigués et 332 hectares de périmètres maraîchers. D'ici à l'horizon 2020, les actions du gouvernement porteront sur l'achèvement des ouvrages sur le Sourou, la réalisation du barrage hydro-agricole et hydroélectrique de Ouessa, la finalisation des études de faisabilité du recalibrage du lit mineur du Nakambé et la restauration de ces ouvrages hydrauliques majeurs, notamment le lac Bam, les lacs Dem et Bourzanga, et l'actualisation des études de restauration des 3 barrages urbains de Ouagadougou. Il s'agit à terme d'accroître les potentialités de production par la valorisation des plans d'eau existants et la prospection de nouveaux plans afin de faire reculer considérablement l'insécurité alimentaire. Voilà pour ce reportage. Et dans cette rubrique également, Monsieur le ministre, nous vous proposons de suivre quelques réactions recueillies sur le terrain. L'État a beaucoup fait pour le Sourou. On ne peut pas remercier l'État. Ils ont fait pour eux-mêmes, pas pour le Sourou, mais pour tout le Burkina, la nation entière. Vraiment, nous remercions beaucoup l'État à travers les aménagements qu'ils ont mis en place. De Solon jusqu'à la frontière du Mali, nous sommes pratiquement presque à 7000 hectares d'aménagement. Nous sommes dans des périmètres aménagés où nous pouvons produire chaque fois l'oignon.
Nous n'avons pas de problème de l'eau grâce aux aménagements agricoles. Ça, c'est un point fort, en tout cas, que nous tenons à remercier beaucoup le gouvernement. L'encadrement. Nous avons l'autorité de la mise en valeur de la vallée du Sourou l'Anvers qui est là. Nous avons des agents très compétents derrière nous, qui nous soutiennent, qui nous encadrent pour que nous puissions, en tout cas, produire de l'oignon de qualité, pour en tout cas faire face au marché qui est présentement très compétitif. J'apprécie déjà notre partenaire qui est là, Bagrepol, puisque je dirais dans les années 2000, 2001 jusqu'en 2010 même, j'avoue qu'un producteur par hectare ne pouvait pas avoir plus de 3 tonnes. Mais de nos jours, on monte à 4 tonnes et plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont accompagnés à avoir des prêts au niveau des banques. Au niveau du maraîchage, nous n'avons pas de magasin de séchage, nous n'avons pas le marché. Ou bien, nous n'avons pas d'engrais pour appuyer les producteurs en tant que tels. Les producteurs en tant que tels n'ont pas même de superficie pour s'engager. À Sous, les gens viennent avec les semences de partout, donc on n'arrive pas à contrôler les semences que les gens utilisent au niveau autour du barrage. L'eau a englouti d'énormes hectares de terre cultivables. Alors donc on espérait compenser cette perte-là par les périmètres aménagés. Mais malheureusement, depuis 2009, date à laquelle les aménagements ont commencé, jusque-là, vraiment, il n'y a pas d'espoir. L'entreprise qui était affectée à réaliser cet aménagement-là a mis la clé sous le paillasson depuis l'année 2012. Jusque-là, rien. Alors, en 2015, il y a eu une lueur d'espoir qui s'est présentée à nous avec le lancement des activités de la rive gauche. Mais on constate que depuis près d'un mois déjà, cette entreprise a commencé à plier. Nous avons la baisse de la fertilité des sols au niveau de la vallée du Sourou. Donc si le sol n'est pas de qualité, les conditions ne sont pas réunies, donc le produit qui va sortir aussi souffrira de qualité. En plus de cela, il y a la question des ravageurs. Actuellement, au niveau de l'oignon, nous avons depuis l'année passée des attaques fongiques de fusariose, d'alternariose qui fatiguent les producteurs et ça joue sur la qualité. Et aussi au niveau de la tomate, où nous produisons près de 7000 tonnes annuellement, il y a des attaques. Une des difficultés que nous rencontrons au niveau de la région du Nord ou de la CR du Nord ici, c'est l'écoulement des produits maraîchers, souvent la pomme de terre, les oignons et tout ce qui s'ensuit. Voilà, Madame Siri qui vient de s'exprimer en Djoula. Je crois que sa préoccupation concerne le fait que les animaux sauvages, notamment les hippopotames, viennent ravager les périmètres de riz. Alors, Monsieur le ministre, que de préoccupations soulevées, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas lieu de véritablement mettre l'accent sur les aménagements hydrauliques quand on connaît les aléas de la campagne humide? Oui, c'est vrai, la préoccupation de Madame est prise en compte parce que nous travaillons sur ce dossier avec le ministère de l'Environnement. Vous savez bien que les hippopotames et les éléphants sont des animaux protégés, mais il faut se dire qu'au niveau de la plaine de Douna, le problème qui se pose, c'est que avec les aménagements, on avait fait des plantations et on a fait repousser un certain microclimat qui attire un peu les hippopotames qui, dans le temps, n'allaient pas sur les périmètres. Maintenant, c'est un problème. Mais nous avons essayé de discuter avec l'environnement pour créer des plantations de front qui permettent à ce que les hippopotames puissent être contenus dans leur marque et d'aller sur les aménagements. C'est un problème réel et nous savons que nous suivons le dossier avec le ministère de l'Environnement sur lesquels nous mettons tout l'accent parce que c'est nous-mêmes qui aménageons. Aujourd'hui, il y a un nouvel aménagement qui est en train de se faire. Nous sommes en train de réhabiliter le barrage de Douna avec de nouveaux périmètres. Dans ce cadre-là, nous pouvons résoudre un tant soit peu la question de ces hippopotames et de ces éléphants qui détruisent les productions avant terme.
Et quelle est la priorité aujourd'hui qui est accordée véritablement à ces aménagements? Parce que, comme je le disais, peut-être qu'on peut dire que l'avenir et le défi de la sécurité alimentaire ne peut être relevé que par là, parce que la campagne humide aujourd'hui est sujette à beaucoup d'aléas. Oui, la priorité, comme vous l'avez dit, c'est ces aménagements agricoles, parce que vous savez bien que, et vous l'avez même déjà dit, vous avez répondu même à la question, et il faut aller avec ces aménagements pour pouvoir faire des productions de saison sèche et des productions en campagne humide. On peut produire le riz en campagne humide, on peut faire le maraîchage en campagne sèche, on peut produire aussi du céréal même en campagne sèche, ça se fait. Donc nous mettons nos priorités pour que la campagne sèche puisse être un complément des productions de la campagne humide, et les aménagements, vraiment, c'est une priorité dans le ministère de l'Agriculture. Alors tout de suite, la première question recueillie sur le terrain. Monsieur le ministre, pomme de terre bouda, voilà matériel d'am, voilà comment on appelle, machine d'am hirkouma, tu sens le verma, halan tout contare, tout le premier en 4 boucles nation tombé. Monsieur le ministre, vous avez vu une promesse donc, qui a été faite, qui tarde à venir, et la préoccupation est soulevée. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, en fait, il faut se dire que nous travaillons au niveau du ministère de l'Agriculture à satisfaire tous les besoins des producteurs. Malheureusement, nous sommes limités par les moyens. Et je vous prends un exemple. Tous les besoins de notre pays en engrais, tous les besoins sont chiffrés à 385 milliards. Rien que l'engrais. 385 milliards. Pour toutes les productions confondues, toutes les spéculations, que ce soit le coton, la production maraîchère, la production végétale et tout, 385 milliards. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, nous, en 2015, avant 2015, il y avait au maximum 5 milliards qui ont été investis dans l'acquisition des engrais. En 2016, nous sommes arrivés à 9 milliards. Je parle des engrais, parce que si on peut tout l'accompagnement. Alors, donc, vous voyez, cet engrais, comme je l'ai dit, nous intervenons pour appuyer aussi bien les semences dont j'ai entendu parler, pour appuyer les producteurs vulnérables. Et cet engrais, l'engrais est subventionné à hauteur de 50%. On achète le sac sur le marché à 24 000 francs, le sac de NPK par exemple. Nous le cédons aux producteurs à 12 000 francs. Alors, la semence améliorée est subventionnée à hauteur de 90%. Et nous ciblons les producteurs vulnérables. Donc, vous voyez, quand on prend des besoins limités pour vouloir satisfaire tout le monde, c'est sûr qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Monsieur le ministre, mais à l'échelle du gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas dire que 9 milliards pour acheter les engrais, c'est encore perfectible, parce que c'est quand même 80% de la population qui sont dans ce secteur, qui nourrit la population et qui produit les richesses. Est-ce qu'il ne faut pas consentir? On a fait un pas quand même. En une année, on a fait un pas de 4 milliards de plus. Nous avançons. Aujourd'hui, nous sommes à 13 milliards pour la campagne. Mais donc, vous savez que tout est prioritaire. Ils ont posé le problème de semences, ils ont posé le problème de motopompes. Ils n'ont pas posé le problème de la mécanisation agricole, où nous donnons chaque année 1000 charrues. Et nous donnons des animaux de trait pour ces charrues. Ils n'en ont pas évoqué. Mais en fait, tout est prioritaire, comme vous l'avez dit tantôt. Tout est prioritaire. Alors nous faisons ce que nous pouvons. Nous sommes sensibles aux préoccupations des producteurs. Nous avançons avec eux, mais le rythme est lent, mais nous sommes conscients de tous les enjeux. Monsieur le ministre, tout de suite, une autre question qui a été recueillie.
qui t'a l'air comme ça autour de qui n'a pas voyé. Il a ton date sur il y a ça là tout patron. C'est un moré, mais je crois que la préoccupation c'est le barrage de Yilou qui attend d'être curé. Et je ne sais pas si précisément vous avez une réponse précise pour le... Bon, je n'ai pas une réponse précise pour lui parce que le problème de barrage relève de mon collègue de l'eau et de l'assainissement. Et je pense que si le barrage a des problèmes, mon collègue a dû le prendre en compte dans son plan de travail 2017 et certainement qu'il arrivera un jour pour curer le barrage. Alors on poursuit tout de suite avec une autre question alors. La question est que depuis 3 ans, les gens sont là pour l'aménagement du périmètre irrigué à Liptougou. Puis ce n'est pas toujours opérationnel, les gens veulent travailler. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le ministre, toujours la question d'aménagement. Aménagement, oui. Effectivement, Liptougou, c'est un barrage qui a été construit dans les années 2010 et par un programme de construction de 3 barrages, Liptougou, Ankanda et Pensa. Effectivement, la BOAD qui finançait la construction des barrages était financée par la BID, la Banque islamique de développement, et la Banque ouest africaine de développement a commencé des aménagements qui, dans le cadre d'Ankanda, presque terminé. Mais dans le cadre de Pensa et de Liptougou, nous avons revisité le programme, les 2 programmes, et de nos jours, nous sommes en train d'aller à un aménagement de 525 hectares. Et c'est dans ces aménagements qu'on prendra en compte le premier aménagement qui a commencé, qui n'a pas abouti, pour faire en sorte que tous ces aménagements puissent qu'on puisse commencer à les exploiter. Mais ce qui est plus intéressant dans le projet de Liptougou que nous sommes en train de négocier, on a déjà signé les conventions, il reste la ratification au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que dans ces nouveaux projets, on va construire des magasins de stockage. Ça, c'est nouveau. Okay. Mais par rapport à la question du producteur, est-ce qu'il y a des échéances? Il y a des échéances. Bientôt, en 2017, les premiers aménagements finiront. Et maintenant, à partir de 2018, on démarre les nouveaux aménagements, les 500 hectares dont j'ai parlé pour les projets de Pensa et de Liptougou. Et en plus de cela, on va construire des pistes rurales de 93,5 km pour désenclaver, puisque j'avais suivi dans le reportage de Sourou que jusque-là, il y a des problèmes de désenclavement qui bloquent l'écoulement des produits. Avec ces nouveaux projets, nous résolvons en même temps et le problème de stockage et le problème d'écoulement des produits. C'est quelque chose de très important et je pense que les gens de Liptougou seront contents pour ce projet-là. Alors tout de suite, une autre question. À quel jour vous allez venir à Nanoro voir le barrage de Soum pour pouvoir accompagner les producteurs maraîchers? Vous êtes attendu à Nanoro? Oui, j'y serai parce que dans tous les cas, Nanoro est le barrage de Soum, c'est aussi notre préoccupation. Et justement, j'ai été interpellé à l'Assemblée nationale par les députés sur la question. Nous avons dit Nanoro nous tient à cœur. Et même, c'est un des projets aussi sur lesquels nous travaillons et qu'un dossier a été finalisé pour accompagner Nanoro avec 1008 hectares qui va leur permettre d'accroître la production et les surfaces cultivables. C'est quelque chose de très important. Vous savez que nous avons à cœur d'accompagner les producteurs. Et les barrages qui sont là et ont certaines difficultés, nous travaillons à relever ces difficultés avec eux. Okay. On sait aussi que dans plusieurs localités du Burkina, il y a des constructions de barrages qui sont en cours. Bientôt, à la saison des pluies qui s'annonce. Est-ce que Monsieur le ministre a une idée de l'évolution des travaux? Est-ce que également garantie peut être donnée que les ouvrages amorcés vont être livrés à bonne date? Bon, j'avoue que je ne peux pas trop parler des barrages qui sont en construction,
puisque les projets Soum, Liptougou et autres, c'était des projets de l'ancien ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, qui regroupait et le ministère de l'Eau et de l'Assainissement et le ministère de l'Agriculture. C'était des vieux dossiers qui sont restés à l'agriculture, dont nous traitons pour relancer les différents projets. Mais pour ce qui est des constructions nouvelles, ces constructions relèvent du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Ça nous permet de vous poser la question justement, est-ce que cette séparation ne pose pas problème? Parce que, quoi qu'on dise, ce sont quand même les deux faces d'une même pièce qui aujourd'hui semblent assez cloisonnées. Monsieur le ministre, si vous ne pouvez pas donner des indications, alors que ça a une incidence forcément sur, en tout cas, les projets qui vous tiennent à cœur au niveau du ministère de l'Agriculture. Oui, mais dans tous les cas, c'est une question d'organisation. Nous sommes, mon collègue et moi, nous sommes dans le même bâtiment. Nous avons les projets qui sont liés. Nous travaillons en étroite collaboration pour qu'il n'y ait pas un cloisonnement, comme vous le dites. Maintenant, chacun suit dans son domaine ce qu'il doit suivre. C'est pour ça que j'ai dit je ne peux pas avancer des éléments du ministère de l'Eau. Je peux échanger avec mon collègue pour voir, parce que quand il y a des amendes, je prends le cas de Samandeni. Samandeni, bientôt c'est la mise en eau du barrage, ça a été piloté par le ministère de l'Eau. Dans le mois de juin, la mise en eau du barrage se fera, et à partir de là, le ministère de l'Agriculture prend la deuxième phase du projet qui sont les aménagements. Donc nous travaillons en étroite collaboration, et à notre niveau, on ne sent pas de cloisonnement. Si vous le percevez, nous on ne le perçoit pas. Ok, monsieur le ministre, dans cette rubrique des aménagements, une dernière question. Monsieur le ministre, à quand un soutien consistant à l'endroit de ces associations qui œuvrent pour la maraîchiculture au Burkina Faso? Les associations qui attendent un soutien consistant, monsieur le ministre. Oui, mais en fait, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Le ministère de l'Agriculture œuvre pour accompagner les maraîchers. C'est pour ça que nous avons pensé à des chambres froides pour la conservation. C'est pour ça que nous avons pensé à la transformation de certains produits. C'est pour cela que nous avons construit à certains endroits des plateformes. Je prends le cas de ce monsieur que je connais très bien. À Waïgui, il y a une plateforme pour justement les maraîchers. Actuellement, il y a un problème à cette plateforme parce que le groupe électrogène ne fonctionne pas. Bon, si on dit à quand on va aider les maraîchers, alors qu'on le fait déjà, peut-être à quand on peut accroître le soutien aux maraîchers. Ça, au fur et à mesure que nous avançons, nous leur donnons toute la technicité pour travailler. Nous les accompagnons dans le choix des semences. Nous les accompagnons dans l'encadrement technique pour les paquets technologiques que nous mettons en place. Et je pense quand même que le ministère fait son travail. Le ministère est déconcentré jusqu'aux communes. Et je pense quand même qu'à ce niveau, et vous avez vu, il y a un producteur, justement ceux du Soulou, ils ont remercié le gouvernement de l'accompagnement qu'il leur a fait. Ils produisent bien, mais ils ont un problème. C'est le problème de l'écoulement et des attaques. Ça, c'est une réalité. Mais le ministère est présent avec tous. Monsieur le ministre, il y a certaines questions quand même assez importantes qui ont été évoquées, liées notamment à l'origine des intrants qui entrent dans le pays. Un des intervenants qui l'a évoqué, notamment la question des pesticides et autres qui sont aujourd'hui utilisés pratiquement, en tout cas à tort et à travers au niveau du pays. Alors, est-ce que ça, c'est pas une menace sérieuse pour la production agricole au Burkina Faso? Oui, c'est une menace sérieuse pour la production agricole et nous luttons contre cette menace. Aujourd'hui, nous avons sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi sur les pesticides et nous pensons que ce qui doit être fait doit être fait. Il faut que nous sanctionnons ceux qui font introduire des pesticides de mauvaise qualité, des engrais de mauvaise qualité, des intrants en général de mauvaise qualité dans notre pays. Mais il faut se dire que ces produits sont achetés par les producteurs eux-mêmes. Et c'est ça qui cause problème.
Nous avons dans notre ministère une direction qui s'occupe du contrôle de qualité de tous les produits qui entrent dans ce pays. On a même un laboratoire. Alors donc, si on veut acheter les produits de moins chers, en ce moment, on se retrouve dans des produits non homologués. Alors que les pesticides et les engrais sont des produits homologués à travers lesquels le ministère veille. Et même les semences. Alors donc, on va prendre quelque chose qui n'est pas bon. D'abord, très dangereux pour la santé humaine, pour eux-mêmes, dangereux pour le sol et dangereux pour la production. Oui, et à côté de ça, il y a des jeunes, par exemple, au niveau du Burkina, qui se sont lancés dans la production quand même des engrais agroécologiques. Est-ce qu'au niveau du ministère également, on tient compte de ces aspects-là? Est-ce qu'on va aussi pour encourager l'initiative privée dans ce secteur? C'est notre mission qui nous est très chère. Si vous vous rappelez très bien, dans ce pays, on a fait la promotion de la fumure organique. Les fosses fumières, dans tout ce pays, vous en trouverez. Dans tous les pays, vous trouvez les fosses fumières pour produire l'engrais organique, la fumure. Alors, donc, quand nous voyons et nous faisons en sorte que cet engrais soit enrichi par le phosphate que nous tirons directement de notre pays, et c'est de l'engrais de qualité. Et tout ce qui peut être produit et qui peut être utile pour accroître la productivité, pour accroître la production végétale dans notre pays, nous encourageons. Et même que, parlant de pesticides, j'ai vu lors de la journée promotionnelle des maraîchers du Yatenga, un nouveau produit fait à base de Nîmes. Et j'ai encouragé le producteur, j'ai même pris un certain nombre de produits pour le tester moi-même dans mon jardin. Et c'est des trucs qui sont très bien, que nous encourageons. Ok, Monsieur le ministre, pour finir dans cette rubrique, nous vous proposons là également des suggestions. Ils n'ont qu'à tout faire pour mettre l'usine de tomates là en marche et l'usine de recouvert là en marche et chercher les marchés pour nous qui travaillent comme ça là, qui font dans le maraîchage là. Gournel sont 20 tonnes par Bahram à ton yira. Tu vas la Bahram Kabe English on Hitway, Harjian Waton Court Carne. Donc on la part Bahram Pilaton V. Tant to Nevala. L'un des engagements de l'État envers le MCE était la restructuration de l'INVES parce qu'on constate que son statut ne cadre pas avec ses missions actuelles. Donc il faut vraiment une restructuration de l'INVES qui est un des engagements que l'État avait pris envers le MCE. Il faut aussi vraiment qu'on réhabilite les 3812 hectares qui sont vraiment carrément dégradés. Et si au besoin on a encore de nouveaux aménagements parce que dans le cadre du PNDS, il est prévu 6512 hectares qui sont toujours des nouveaux périmètres à aménager. Et ça nous permet de désengorger en tout cas les nombreuses sollicitations que nous enregistrons aujourd'hui. Vraiment, nous avons besoin d'engrais subventionnés. Voilà, plus à défaut d'engrais, on n'arrive même pas à suivre le calendrier culturel. Et aussi, vraiment, la plaine, le Bagre-Pôle est là, oui. Mais on a toujours besoin de l'entretien, puisque le barrage commence à tarir. Voilà, Monsieur le ministre, des suggestions, on espère que vous avez pris bonne note. Avant peut-être de finir, Monsieur le ministre, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont quand même revenues sur le terrain. On a beaucoup de campagnes où les jeunes aujourd'hui délaissent l'agriculture au profit d'autres choses, notamment l'orpaillage et autres choses. Toujours est-il que le métier de l'agriculture, en tout cas, ne fait pas bonne presse auprès des jeunes dans les campagnes. Est-ce que ça, ce n'est pas un motif d'inquiétude aujourd'hui? Oui, c'est un motif d'inquiétude puisque ça a été le thème même de toute une journée nationale des paysans avec lesquels nous avons débattu l'année passée. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut accompagner, encourager la jeunesse et c'est pour cela que ceux qui sont formés, qui ont un minimum de connaissance du travail de la terre, on a décidé de les accompagner avec du matériel, avec un minimum de ressources financières pour s'auto-employer. Alors donc c'est une préoccupation. La terre n'est pas un métier salissant.
la terre est un métier promoteur et nous faisons en sorte que chaque jeune puisse comprendre qu'à partir de la terre, nous pouvons on peut se développer et soi-même, on peut contribuer au développement de notre pays. Et les jeunes sont motivés, ils veulent y aller. L'autre question, c'est l'accès au crédit, les questions de financement. Il était annoncé l'ouverture d'une banque agricole. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous avez à dire aux producteurs? Oui, le problème de la banque agricole est presque résolu. Et je pense que vous suivez l'actualité. Le Premier ministre lui-même a piloté le dossier. Aujourd'hui, le dossier est mûr. Et le capital a été libéré et puis les souscriptions ont été faites à hauteur de 15 milliards. Alors donc maintenant il reste à lancer le produit pour résoudre un temps soit peu au niveau du monde rural. Donc il n'y a pas d'inquiétude, l'argent sera là et vous allez travailler. Oui, mais il faut se dire qu'il y a d'autres fonds qui peuvent contribuer au développement de l'agriculture, qui sont logés un peu au niveau du ministère de l'Agriculture et à d'autres niveaux. Et je pense que nous ferons tout pour sensibiliser davantage les jeunes à aller vers ces fonds, à monter des projets qui leur permettraient de pouvoir entreprendre eux-mêmes et aussi ça créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat agricole, on aura besoin, si on a un tracteur par exemple, il faut un tractoriste, quelqu'un qui sait manipuler les choses, et on aura besoin peut-être d'un petit comptable qui pourra suivre les approvisionnements, l'écoulement, la vente des produits et tout ça. Okay. Bon, c'est un peu ça et c'est notre souci. Et nous tenons à encourager les jeunes. Je pense que ça va être le dernier mot pour ce soir. On va vous remercier encore pour votre disponibilité. En tout cas pour cette émission Dialogue avec le gouvernement que j'ai pris plaisir à conduire en compagnie de mon confrère Mahamadi Ouedraogo de la web télé Agribusiness TV. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement qui a été donc organisé en collaboration avec le service d'information du gouvernement. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci. Askunta, Atlas, Famila ou encore Sahel, la pomme de terre burkinabé a ses stars. Des variétés cultivées ici et qui s'exposent. Pour ce numéro, faisons un gros plan sur la filière pomme de terre. Au Burkina, ici, nous, les jardiniers là, hein, on nous a compté à rien. Le 9 avril, on a été inondé ici. On a trop perdu, on a tout perdu. Mais le directeur de l'agriculture est venu ici. Lui-même, il nous a incité ici que nous travaillons dans le barrage.